Le dernier ultimatum de Donald Trump, il parle encore de 48 heures avant que l'enfer n'arrive. Vous savez, il essaie d'intimider les Iraniens. Nous avons déjà connu cela. 48 heures avant, puis 5 jours, puis 10 jours, n'est-ce pas? Et maintenant, on revient à 48 heures. Ce qui s'est passé hier, à mon avis, était fondamentalement différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans cette guerre, avec des avions de chasse, avec des hélicoptères. Et puis, la veille, plus de 12 généraux ont été relevés de leurs fonctions ou ont été contraints de démissionner sous l'autorité du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Comment voyez-vous la situation en ce moment? Commençons par cet ultimatum de 48 heures. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Eh bien, je pense que nous pouvons tirer une conclusion logique du moment choisi pour cette purge de généraux par le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. C'est assez évident. Le calendrier est probablement lié à la résistance de ces généraux face à une invasion terrestre ou au déploiement de troupes américaines sur le terrain. L'un de ces généraux commandait auparavant la 82e division aéroportée, la même division censée être déployée pour des opérations de combat en Iran. Il est donc clair que quelque chose se passe. Il y a de la résistance au sein de l'armée. Il n'y a pas de consensus dans l'armée américaine sur le fait que ce soit une bonne idée, ni que cette guerre doive continuer à être menée de manière aussi improvisée, désordonnée et au jour le jour que celle que Pete Hegseth et l'administration Trump tentent de poursuivre. Ils essayent donc de réécrire les règles de l'engagement militaire parce qu'ils estiment que, depuis leur arrivée sur la scène, ces 14 mois marquent pour eux le début de l'histoire. Mais voilà ce qui arrive quand on confie la direction à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Pete Hegseth, probablement, n'est même pas qualifié pour diriger un bataillon dans l'armée américaine, compte tenu de son faible grade et du fait qu'il a été renvoyé de la garde nationale de Washington, D.C. Je veux dire, il n'obtiendrait jamais, il n'aurait même pas un poste de rang moyen dans l'armée américaine. Et pourtant, on l'a placé à la tête du Pentagone à un moment extrêmement crucial. C'est sans doute pour cela qu'il redouble d'efforts, parce que c'est désormais une guerre politique. Pour Donald Trump, c'est une guerre politique aux États-Unis, sur la question de la légitimité intérieure, mais aussi de la légitimité internationale. Il a tout misé sur toutes ces différentes initiatives, guerres économiques et guerres militaires, comme la guerre des tarifs, par exemple. Toute sa réputation, pour toute sa soi-disant guerre contre la terreur, repose sur cette opération militaire, ainsi que sur sa prétention à être le président de l'économie, parce qu'il serait soi-disant un homme d'affaires prospère. Comme on peut le constater, les résultats économiques, du moins pour les Américains moyens, vont être vraiment, vraiment difficiles, en raison de la pression inflationniste causée par la flambée du prix du pétrole et la restriction des approvisionnements sur le marché mondial en provenance du Golfe Persique, ainsi que de l'effet que cela a sur les marchés pétroliers et l'activité économique dans son ensemble. Donc, tout cela est en train de se produire maintenant. Je pense donc que le moment est très mauvais pour les États-Unis, mais c'est vraiment une situation perdant-perdant. S'il se retire, alors Trump est humilié. Les États-Unis sont humiliés. Le public de Fox News est humilié. Et ils ne peuvent tout simplement pas l'accepter. S'ils restent, ils vont subir encore plus de pertes. Ce que nous avons vu au cours des dernières 24 ou 48 heures, en termes d'appareils perdus, ce n'est rien. Je veux dire, ce n'est que le début. S'ils envoient des troupes au sol, vous multipliez cela par 10 ou 20. C'est ce qui va se passer. Il n'y a pas d'opération militaire réellement envisageable. Et même s'il y en avait une, on pourrait parler des points d'insertion probables et de ce que les États-Unis feraient ou espéreraient accomplir, du moins publiquement.
Quel trophée il pourrait brandir après on ne sait combien de jours ou de semaines d'opérations de combat à l'intérieur de l'Iran. Mais en réalité, ils n'ont pas vraiment de base arrière sûre pour lancer des opérations. Ils n'ont pas de position de repli. Ils n'ont aucune ligne d'approvisionnement protégée, ni rien de ce genre. Ils misent sur l'idée que l'Iran va rester passif et ne rien faire s'ils entrent dans le pays. Que l'Iran va simplement s'incliner devant la toute-puissance de l'armée américaine, pendant que les États-Unis mèneront des bombardements massifs sur tout le territoire iranien au cours de l'invasion. Voilà le plan militaire. Ils procéderont à des bombardements de saturation avec ce qu'il leur reste en munitions à distance, ce qui n'est probablement pas grand-chose. Et c'est ainsi qu'ils comptent assurer la couverture de leur insertion militaire. Ils espèrent qu'il n'y aura absolument aucune résistance de la part des Iraniens. Que ce soit une insertion sur la côte sud-est, c'est ma meilleure hypothèse. Pas nécessairement dans le golfe Persique. Si c'est le cas, il s'agissait d'une reconnaissance. Potentiellement, tu sais, ce sont des exercices de reconnaissance autour du Koweït. Mais à mon avis, ce n'est pas là que les États-Unis sont susceptibles de déployer des troupes au sol. S'ils le font, ce sera probablement ailleurs. Ce n'est même pas nécessairement l'île de Karg. Ils pourraient essayer, mais il semble que les États-Unis soient mieux placés pour envahir par la côte sud-est, autour de Chabahar et de la côte de Konarak, le littoral du Makran en Iran. Cela semble être plutôt une position sensée, un point d'insertion. Et ensuite, ils pourraient utiliser la CIA en armant et en finançant les milices terroristes baloutches au Baloutchistan, dans le but d'y provoquer la création d'une province sécessionniste. Depuis de nombreuses années, ils se préparent probablement à les activer. Et espérons-le, celles-ci se joindraient aux positions militaires américaines. Je veux dire, ce serait le plan le plus logique du point de vue des États-Unis. Donc il y a tout un ensemble d'aspects différents à aborder, y compris ce qui a été révélé au cours des 2 derniers jours, à savoir qu'il existe de très nombreuses couches de défense aérienne. Il ne s'agit pas seulement de défense aérienne de type S-400 le long de grands périmètres repoussant ce genre d'attaque aérienne. Peut-être que les États-Unis ont détruit un certain nombre de systèmes radars, et Israël aussi. Mais cela ne veut pas dire que l'Iran ne dispose pas de défense aérienne à plus courte portée. Et cela va bientôt entrer en jeu lorsqu'ils s'approcheront avec des hélicoptères et davantage d'appareils pour larguer des bombes planantes et effectuer des missions de bombardement, car c'est tout ce que les États-Unis peuvent faire pour le moment. Ils doivent se rapprocher et utiliser des bombes planantes pour frapper des cibles, car je pense qu'il manque de missiles de croisière et de munitions à distance. Cela signifie donc qu'ils vont se retrouver dans la ligne de tir de défense aérienne plus légère, plus décentralisée et mobile, et pourraient même être pris pour cible par des manpads et d'autres systèmes similaires. Je pense que nous en avons vu une partie au cours des dernières 24 heures. Je veux dire, c'est simplement du bon sens élémentaire. Ils vont subir des pertes d'aéronefs. Jusqu'à quel point peuvent-ils en supporter? C'est déjà un énorme problème politique aux États-Unis, croyez-le ou non. Quelques pertes d'appareils pourraient potentiellement retarder, voire faire échouer, l'invasion terrestre américaine. Si suffisamment d'inertie politique se crée à partir des gros titres du New York Times sur des avions américains abattus et des pilotes portés disparus, cela pourrait suffire à dissuader ce genre d'opération militaire téméraire menée par Donald Trump, Pete Hegseth et les autres. Donc, nous verrons bien. Je pense que tout d'abord, ils doivent envoyer ces forces en Iran, comme vous l'avez mentionné, dans la partie sud, essentiellement le sud-est ou le sud-ouest, mais en général la partie sud de l'Iran.
Ils devraient les y envoyer par hélicoptère. Je ne sais même pas comment cela serait possible. Vont-ils compter sur ces États arabes pour, vous savez, leur fournir tout, leur permettre d'utiliser leur territoire pour entrer en Iran? Ce serait extrêmement problématique, à mon avis, car si cela arrivait, l'Iran détruirait tout dans ces pays. Ce serait un tout autre niveau d'escalade. Vous savez, si l'invasion a lieu, comme on l'a déjà entendu, le président du Parlement iranien a littéralement déclaré qu'ils allaient frapper tout dans ces pays. Et d'un autre côté, s'ils déploient des troupes au sol, disons 50 000, c'est le chiffre dont on a entendu parler jusqu'à présent, le chiffre que nous avons vu jusqu'à présent. Avec la puissance aérienne, je pense que nous allons voir beaucoup de ces avions de chasse être touchés par le système de défense aérienne. Non seulement à cause des radars que vous avez mentionnés. Les radars en Iran sont pour la plupart mobiles. Ils ne sont pas fixés à un seul endroit. Ils se déplacent, entrent dans ces villes souterraines, en ressortent, bougent, trouvent des cibles et envoient des signaux. C'est le problème auquel les États-Unis sont confrontés. Car d'après les cibles que nous avons vues jusqu'à présent, ils sont en grande partie aveugles quant à l'emplacement réel de ces radars, missiles et sites de production de missiles. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils frappent des ponts et, vous savez, des installations pharmaceutiques en Iran. Je pense que c'est l'un des problèmes fondamentaux du côté américain. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'il y aura toujours des problèmes logistiques. De plus, tu sais, les Iraniens peuvent tirer sur des avions même en utilisant la technologie visuelle, la combinaison de systèmes visuels, infrarouges, à recherche de chaleur et tous ces autres systèmes. Nima, c'est exactement pour cela que la Fédération de Russie n'a pas utilisé son armée de l'air au-dessus de l'Ukraine depuis 4 ans. Imagine ça. Regarde la taille de la force aérienne russe. Des chasseurs de 5e génération, très avancés, parmi les meilleurs pilotes du monde. Ils ont mené certaines des campagnes aériennes les plus ciblées, même dans des situations logistiques très serrées, comme à Alep par exemple. Donc, la Russie est tout à fait capable de mener des campagnes aériennes, mais elle ne l'a pas fait en Ukraine. Pourquoi? À cause des risques. C'est à cause des risques. Et l'Amérique va être confrontée aux mêmes risques lorsqu'elle commencera à se rapprocher. Voyez-vous, ce que nous avons, c'est l'administration Trump. La monnaie de cette présidence, ce sont les mêmes. Je vous le dis, ce sont les mêmes. Les formules choc, les gros titres, les tweets et les mensonges. Et ils ont menti au public américain et au monde entier à propos de cette campagne militaire. Ils ont parlé comme si les États-Unis avaient survolé les villes iraniennes avec des avions tout ce temps. Ce n'est pas vrai. La majorité des attaques contre l'Iran ont été menées à l'aide de missiles de croisière à longue portée et d'autres munitions à distance, tirés depuis des sous-marins ou des destroyers américains stationnés à plus de 1200 km des côtes iraniennes, donc à une distance sûre. C'est la majorité. Et puis, bien sûr, il y a eu quelques bombardements à haute altitude, mais très peu. Maintenant, en raison des problèmes logistiques que cela pose, ils devront se rapprocher pour continuer à, je cite, frapper des cibles et ce genre de choses. Ils vont devenir plus vulnérables aux tirs de défense aérienne de différents niveaux et types. Jusqu'à présent, ils ont réussi à éviter cela pour la plupart. Et je pense qu'ils sont devenus trop sûrs d'eux. Maintenant, ils s'en sont rendus compte, et c'est pour cela que cela va poser problème. C'est une énorme crise politique en ce moment. Je te le dis, quand cela fera la une du New York Times, tout le monde en parlera, et tout le monde commencera à douter de Pete Hegseth, ce qu'ils font déjà, et à chercher différentes excuses ou moyens de le faire partir. Pendant ce temps, il panique et est désespéré, car il a reçu un ordre de la part du lobby israélien. Tu mèneras cette guerre.
sinon c'en est fini de toi. Ainsi, la carrière de Pete Hegseth, son avenir, dépendent entièrement de sa capacité à mener une vie normale et à rester hors de prison. Tout repose vraiment sur le maintien de cette guerre. En ce sens, Pete Hegseth est devenu une sorte de personnage à la Zelensky, un peu clown, un peu acteur de scène. C'est un présentateur de télévision, c'est sa principale carrière, la présentation télévisée. Comme le président Trump, c'est un acteur de télé-réalité. Et vous savez, quoi qu'ils pensent avoir conquis dans le monde politique, ils estiment devoir redoubler d'efforts. Ils doivent maintenir cette guerre comme Zelensky et ils veulent simplement la prolonger indéfiniment. Cela leur convient. Nous pouvons discuter des raisons pour lesquelles cela convient à l'Empire américain. Je pense que c'est la stratégie que l'Empire américain souhaite adopter en Iran, dans le Golfe Persique, ainsi qu'en Ukraine, car cela a un effet global sur le marché mondial de l'énergie, qui, du moins à court terme, a offert aux États-Unis une énorme marge de manœuvre. La Russie a interdit les exportations d'essence en raison des dommages subis par ses raffineries et ses installations d'exportation à la suite des attaques de drones ukrainiens. Cela se déroule en toile de fond de tout cela. Ainsi, les États-Unis utilisent leur proxy, l'Ukraine, pour affaiblir la capacité d'exportation de la Russie, et avec succès. Ils l'ont réduite de 30%, voire 40% à l'heure actuelle. Le temps que les réparations soient effectuées, cela prendra des mois. Et Israël a mis hors service la capacité iranienne. Puis, en représailles, l'Iran a mis hors service la capacité du Golfe. Ainsi, entre les États-Unis et Israël, ils ont amorcé une sorte de dégradation, si l'on peut dire, du marché mondial de l'exportation de pétrole et de gaz. Et le bénéficiaire direct, c'est le pétrole et le gaz américain. Directement. Ils en sont les bénéficiaires directs. Ils contrôlent actuellement le pétrole du Venezuela. Ils ont également éliminé une part importante dans le Golfe Persique et en Russie. Donc vous savez, c'est clairement une position de levier pour l'empire des États-Unis, pour ainsi dire. Voilà la vision d'ensemble. Cela me fait penser qu'ils veulent prolonger la situation aussi longtemps que possible. Et Israël et les États-Unis sont tout à fait satisfaits de dégrader le Golfe. Tout à fait satisfaits. Ils pensent pouvoir tenir le coup, puis créer davantage de leviers, peut-être un autre conflit ou un nouveau point de tension, ou encore une autre situation leur permettant d'accroître leur influence. C'est ainsi qu'ils raisonnent à Washington en ce moment. Ils prennent du recul. Tu veux dire les élites du marché, le fameux 1%, ces gens-là, pas les gens ordinaires. Oui, c'est exact. C'est mauvais pour le peuple américain. Cela signifie que nous payons l'impôt de l'inflation et que les Européens paient aussi l'impôt de l'inflation. C'est mauvais pour le peuple. C'est mauvais pour les économies de tout le monde, sauf pour le 1% ou le 0,1% supérieur. Et c'est cela, la base de Donald Trump. Donald Trump a perdu une grande partie des militaires en service actif. Ils ne le soutiennent plus. Je le sais, car j'ai été sur le terrain à les interroger au cours des 2 dernières semaines. De nombreux anciens combattants ont également retiré leur soutien. Trump les a perdus. La base MAGA, elle s'est effritée. Il en a perdu la moitié. Il a perdu tous les indépendants, presque 100% des votes indépendants. C'était le vote décisif pour Trump lors de la dernière élection. Il n'aurait pas gagné sans eux. Il a obtenu leur vote parce qu'il a menti et fait semblant d'être un président anti-guerre. C'était une très bonne performance d'acteur de la part de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Wall Street, les gens de Howard Lutnick, le pétrole, le gaz au Texas, l'intelligence artificielle, les grandes entreprises technologiques, et encore Wall Street.
Voilà, c'est Trump et les médias, la plupart de la classe médiatique dominante. Voilà tout. Il n'y a plus de base populaire. C'est fini. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est plus qu'une fraction de ce que c'était pendant la campagne électorale de 2024. Donc le temps ne sera pas clément avec Trump politiquement. Mais est-ce que les Israéliens se soucient vraiment de ce que font les républicains lors de leurs élections de mi-mandat? Je ne pense pas. Ils ont déjà mis cette histoire en marche et Wall Street est ravi. Ils gagnent de l'argent chaque fois que Trump envoie un tweet. Il en va de même pour son cercle rapproché. Il en va de même pour ses enfants. Il en va de même pour son gendre. Ils font tous fortune chaque fois qu'ils publient sur Truth Social, parce qu'ils placent leurs options d'achat, regardent le marché boursier grimper, puis attendent quelques heures qu'un responsable iranien dise « Nous ne négocions rien avec les États-Unis. De quoi parle cet homme ?» Et soudain, le marché chute et les prix du pétrole remontent. Lui, ses proches et sa base, c'est-à-dire Wall Street, la grande IA, le complexe militaro-industriel et les grandes compagnies pétrolières gagnent de l'argent aussi bien sur la baisse que sur la reprise. Et encore une fois, lors de la baisse, ils gagnent de l'argent. Les marchés financiers ont été transformés en armes autour du commerce du pétrole et de ses matières premières, à tel point qu'il existe même tout un secteur du trading de crypto-monnaies que nous avons révélé sur 21stcenturywire.com. C'est sur notre site en ce moment. Cela s'appelle Hormuz Hype. Nous avons publié un rapport qui en fait l'analyse. Ils ont manipulé le prix du pétrole en Europe. Le marché européen ne devrait même pas être affecté. Il ne reçoit qu'environ 7% de son pétrole du Golfe Persique. Nima. La majorité du pétrole européen ne vient pas du Golfe Persique. C'est simplement un argument de l'administration Trump. Il vient de Norvège. C'est de là que provient la majeure partie du pétrole européen. Latvej är one. Eh bien, c'est aussi un gazoduc. Mais ensuite, le Kazakhstan, le Nigeria et un peu de la Libye. C'est la majorité, l'essentiel, et les États-Unis. Voilà la principale source de pétrole européen en ce moment. Ils en reçoivent encore un peu de la Russie, mais moins qu'avant, évidemment. Donc les grandes compagnies pétrolières, les entreprises énergétiques, augmentent leur manipulation de prix pour tirer parti de la crise et maximiser leurs profits. C'est un grand scandale en ce moment en Europe. Nous faisons partie des rares médias à avoir produit un excellent reportage sur le sujet. Je travaille avec un journaliste français, Freddy Ponton, qui a fait un travail remarquable sur ce sujet et sur d'autres. Mais c'est un rapport qui figure actuellement sur notre site web. C'est la même chose en Amérique, Nima. Les États-Unis, le pétrole est fixé à un prix mondial, tu sais, mais cela ne devrait pas, en termes d'approvisionnement, affecter le marché américain. Cela ne devrait pas. Mais les grandes entreprises forment un cartel et elles prétendent réagir aux événements géopolitiques afin de maximiser les profits à la pompe en temps réel. Même si les effets en aval ne devraient se manifester qu'après plusieurs mois en ce qui concerne le prix de l'essence ou du carburant aux États-Unis. Franchement, c'est ridicule. Mais elles le font. Elles le font pour en tirer profit. Et c'est ce qui s'est passé. Et les marchés à terme s'y engouffrent. Désormais, le trading de crypto-monnaies exerce également une pression sur ces marchés de paris et, encore une fois, provoque davantage de volatilité et de profit. Donc les marchés, ils bougent simplement. Le capital circule en ce moment sur les marchés de l'énergie. C'est là qu'il se trouve. Ils en profitent. Et puis, quand cette crise sera terminée, ils passeront à une autre. Le capital migrera alors vers un autre marché. Un plan de sauvetage, ou quel que soit le système de type Ponzi que la Réserve fédérale pourrait mettre en place pour fournir un plan de secours face à ce désastre dans lequel Trump a entraîné son propre pays et le monde. C'est ce que font ces gens.
Ce sont de véritables criminels. Ce sont des escrocs. Et ils s'en moquent complètement. Ils ne se soucient pas de la classe ouvrière. La classe ouvrière est en train d'être détruite en ce moment. Et la classe moyenne, les emplois, tout ça, va être touchée aussi. Donc bien sûr, cela va lui nuire à Trump, politiquement, lors des élections de mi-mandat. Mais les gens qui ont financé cette présidence sont malheureusement le lobby israélien. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent vraiment. Ils passeront à autre chose et travailleront avec un gouvernement dirigé par les démocrates. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tant que les Américains ne se réveilleront pas et ne réaliseront pas à quel point ils ont été manipulés et continueront de l'être de cette manière, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à attendre la prochaine crise. Vraiment. C'est un peu là où on en est. Oui. En fait, nous avons appris que l'Iran effectue sa première vente de pétrole à l'Inde depuis 7 ans, sans problème de paiement. L'Inde affirme qu'elle ne peut plus compter sur le pétrole des États arabes en raison du blocus du détroit d'Ormuz. Et nous savons que le prix du pétrole a au moins doublé depuis le début de la guerre. Je pense que cette réalité est en train de modifier d'une certaine manière l'état d'esprit des Européens. Le ministre des Affaires étrangères d'Autriche a discuté avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran de la manière dont ils peuvent gérer le passage des pétroliers liés à l'Autriche qui doivent traverser le détroit d'Ormuz. Il se passe quelque chose dans ce sens. Les Européens, nous avons eu Macron de la même manière. Macron d'ailleurs se comporte d'une façon totalement différente de ce que nous avons vu en Ukraine, par exemple. Vous savez, il perçoit l'influence que l'Iran exerce dans le détroit d'Ormuz. Quelle est votre compréhension de la situation? Que pensez-vous de la manière dont la politique de l'Iran dans le détroit d'Ormuz modifie en quelque sorte la nature des relations entre les pays qui ont besoin de ce passage? En ce qui concerne l'intervention d'Emmanuel Macron dans cette situation, je n'y accorde pas beaucoup d'importance, aussi parce qu'il est très incohérent. Il a déjà fait la même chose avec la Russie. Il change d'avis, littéralement quelques jours ou semaines plus tard. C'est en fait sa marque de fabrique. Il retourne sa veste. C'est Macron. Et le style typique de négociation politique à la française consiste à s'impliquer, à dialoguer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, à 100%, vraiment impliqué, en train d'en parler avec enthousiasme. Ça va être génial, ça va être formidable. Et puis à la fin, il se défile toujours. Toujours. C'est simplement un style de négociation français, de haut niveau, typiquement d'entreprise. Ensuite, ils essayent de se contourner eux-mêmes avec quelqu'un d'autre, peut-être pour obtenir un meilleur prix. Qui sait? Donc en ce qui concerne Macron, c'est ainsi que je le vois, ce genre de personnage. Ce que Macron a fait, c'est se rendre pertinent sur la scène mondiale sans rien faire. Juste en faisant une déclaration, tout le monde se dit « Waouh, ça sonne très multipolaire ». Oh, c'est l'avenir. Enfin, un peu de leadership venant d'Europe. Mais en réalité, il fait cela pour un public intérieur, car cette guerre est extrêmement impopulaire en France, y compris parmi les musulmans de France. Et cela n'est pas passé inaperçu. C'est donc un président étroitement lié à Benjamin Netanyahou et totalement favorable au génocide à Gaza. La France a fait à peu près tout ce qu'Israël voulait. Cela lui a aussi nui politiquement. Son image en a été ternie. Il ne veut pas refaire la même erreur ici. On voit bien que les Européens ne sont pas vraiment, disons, pro-Trump. Même la droite en Europe commence à se lasser de Trump, simplement à cause du niveau, de la grossièreté, de cette sorte de comportement dégoûtant, impoli, bâclé, vous voyez, de la manière dont il mène ses affaires politiques. Irrespectueux envers les petits pays,
ils ne cessent de railler les États européens, disant qu'ils ne font pas leur part dans l'OTAN, ce qui est ridicule. L'OTAN n'est qu'un grand système de protection permettant aux États-Unis de vendre des armes. Ils créent la menace, puis vendent leur protection aux pays européens, en exigeant qu'ils dépensent 3% de leur PIB pour se défendre. Se défendre contre quoi? Contre une Russie agressive, qui ne paraît agressive que parce que les États-Unis ont organisé un coup d'État violent à Kiev en février 2014, déclenchant une guerre civile et menant à la guerre que nous connaissons aujourd'hui. C'est une opération américaine, du début à la fin. Et ils se tourneront vers les Européens en disant « Vous savez, vous devez acheter plus d'armes, car les Russes sont dangereux, ils veulent envahir. » Et la plupart des Européens le croiront. Vous avez, disons, des dirigeants européens pas très intelligents, comme Kaja Kallas, comme le nouveau Premier ministre de Finlande, M. Stubb, et bien sûr, la Pologne. Il existe en Pologne une faction qui a toujours trouvé très rentable d'exagérer la menace russe et de chercher à entretenir la haine de la Russie héritée des générations précédentes, de l'époque soviétique, des jours du pacte de Varsovie. Tu parles de la clique de Kaczynski. Oui, exactement. C'est un excellent choix de carrière. C'est tout de l'argent américain injecté dans le système politique polonais. Donc si tu partages ces opinions, c'est très rentable. C'est bon pour ta carrière. Tu participes à tous les débats, tu obtiens des bourses dans les think tanks, tu passes un peu de temps en Amérique, puis tu décroches un joli poste confortable dans une banque d'affaires à New York ou ailleurs, au conseil d'administration de telle ou telle entreprise. Voilà la trajectoire de carrière en Pologne. C'est juste un exemple de à quel point l'Europe est dysfonctionnelle. Ils ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Ils examinent donc la situation en Iran. Et maintenant, en Italie et en Espagne, les gouvernements subissent une pression directe de la part de leurs électorats concernant l'autorisation de leurs bases militaires, dont beaucoup sont en réalité des bases américaines sous couvert de l'OTAN. C'est encore une fois une partie de l'arnaque. Les États-Unis critiquent l'OTAN en disant que les autres ne font pas leur part, mais ils utilisent l'OTAN comme un paravent pour maintenir des centaines de bases et d'installations militaires partout en Europe. Ensuite, ils s'en servent comme rampe de lancement pour des guerres d'agression illégales en dehors du cadre de l'OTAN. C'est exactement ce que c'est. Ainsi, Meloni et les gouvernements d'Italie et d'Espagne subissent la pression de leurs électorats à ce sujet. Les gens ne veulent pas participer à cette guerre illégale. Ils ne veulent pas avoir le sang d'une troisième guerre mondiale sur les mains si cette affaire devient incontrôlable. Et donc, oui, d'une certaine manière, beaucoup de choses se révèlent. Beaucoup se révèlent à travers Trump, à travers son genre d'imprudence et à travers la fanfaronnade délirante des Pete Hegseth de ce monde, beaucoup de choses se dévoilent. Maintenant, cela a poussé les relations jusqu'à la limite. Et les Européens, en particulier, doivent essentiellement se regarder dans le miroir et se demander, avons-nous réellement ces considérations éthiques, morales ou de droit international dont nous nous sommes montrés si pieux et moralisateurs à propos du conflit en Ukraine? Est-ce que tout cela s'applique réellement lorsqu'il s'agit des États-Unis? Et c'est pour cela qu'ils se retirent. S'ils s'impliquent, ils doivent alors affronter toute cette hypocrisie. Cela signifie interdire à la Russie de participer aux événements sportifs et aux Jeux olympiques, lui imposer des sanctions et expulser les citoyens et les entreprises russes d'Europe. Tout cela fondé sur l'affirmation que la Russie aurait mené une invasion à grande échelle de l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas. Même à ce moment-là, cela s'inscrivait dans le cadre de la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU et des accords de Minsk. La Russie n'a donc fait qu'intervenir pour des raisons humanitaires, comme on s'y attendait,
si les accords de Minsk et cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU venaient à s'effondrer. Et c'est ce qui s'est produit. Le reste était assez théorique pour quiconque suivait réellement et prêtait attention à la guerre civile en Ukraine. Mais l'Europe a tout remanié, l'a reconditionné comme une agression russe. Et cela convenait parfaitement aux États-Unis sous la dernière administration, sous Joe Biden. Ils s'en sont servis pour réaffirmer leur position en Europe et tenter de détruire économiquement la Russie, créant ainsi ce système mondial bipolaire qui a largement échoué. Et maintenant, nous y revoilà. Un autre front s'est ouvert. Où sont passées toutes ces grandes platitudes maintenant? Où sont les discours? Je ne les vois plus. Ils ont tous disparu. Les Européens se cachent. Ils se réfugient derrière les armoires à dossiers à Bruxelles. Ils se cachent. Ils ne savent pas quoi faire de papa. Papa est sorti des clous. Ils ne savent pas quoi dire. Donc, c'est brillant à un certain niveau parce que c'est juste une autre couche d'hypocrisie qui a mis à nu Israël, les États-Unis et les élites dirigeantes européennes pour ce qu'ils sont, de parfaits charlatans. Ils n'ont plus une once de morale ou d'éthique en eux, de toute façon. Donc c'est terrible. Toute la situation est terrible. Ne te méprends pas, c'est terrible. Mais tout a été révélé. Et cela, je pense, pourrait être positif à long terme si nous survivons à cette crise.